est-ce que être hors jeu délégitime, enlève toute justification à l'existence de quelqu'un qui du coup n'aurait rien à faire là et pourrait être tenu pour rien et disparaître. Donc derrière cette question, on va le voir, hein, du jeu social, du fait de jouer le jeu, des codes et des conventions sociales, il y a une question qu'on pourrait dire métaphysique, une question de fond. Hein, qu'est-ce qui fait la valeur ou la raison d'être d'une existence humaine? Je pense aux révolutionnaires anglais au XVIIe siècle, à l'époque de la guerre civile, on les appelait les niveleurs, ceux qui voulaient égaliser les conditions, et ils avaient une formule toute simple, mais qui était d'une force incroyable. Ils disaient « chaque homme a une vie à vivre et une seule ». Donc le simple fait qu'un pouvoir puisse gâcher cette vie, puisse l'empêcher d'être vécue, est en soi un scandale absolu. Alors, quand on dit ça, on ne peut qu'être d'accord, et à côté de ça, combien de vies gâchées voit-on autour de nous, comme si, d'une certaine manière, ce n'était qu'un jeu. Alors, pour cadrer au niveau des mots et des concepts l'intervention, j'ai pensé qu'en arrière-plan, il y avait un certain nombre d'oppositions qui sont apparentes, mais qui, en réalité, forment des couples. Bon, par exemple, concernant l'existence et le jeu, vous voyez, l'ennui et le divertissement. Hein, on est toujours balancé entre ne pas savoir quoi faire de son temps, donc s'ennuyer, dans ce cas-là c'est triste, ou alors on joue, on se divertit, mais ce n'est peut-être pas très sérieux, on passe peut-être à côté de l'essentiel. Donc quand on s'ennuie, le temps est très long, quand on se divertit, il est très court, mais au fond, hein, dans ce va-et-vient, l'essentiel est peut-être manqué. Bon, par rapport au jeu, il y a aussi la question de l'intérêt et de la gratuité. Quand on joue, c'est gratuit. Quand on travaille, il y a un intérêt social, financier, etc. Mais au fond, est-ce que nous n'avons pas parfois plus intérêt à jouer? Est-ce que le travail n'est pas au fond quelque chose d'assez gratuit et d'assez inessentiel? Donc, vous voyez, l'un passe dans l'autre. Alors évidemment, le sérieux et le jeu, parce que vous voyez bien que ce qui apparaît comme sérieux peut, vu de l'extérieur, apparaître un jeu. On a dit tout à l'heure, même la politique, quand on voit nos dirigeants mondiaux actuels, est-ce qu'ils jouent, est-ce que c'est sérieux? Franchement, on peut se poser la question de qui est le plus sérieux, et comme disait Nadia, ça fait des morts par ailleurs. Donc c'est sérieux, mais c'est vécu comme un jeu. Bon, alors, le jeu et l'enjeu, parce que vous voyez, quand on joue, apparemment ça n'est que du jeu, mais il y a quand même un enjeu. Bon, c'est Pascal qui disait, si quelqu'un joue pour de l'argent et qu'on lui disait, c'est pas la peine de jouer, je te donne tout de suite la somme, ça n'intéresserait pas. Il a envie de jouer. Donc il veut gagner la somme parce qu'il a joué. Mais si on lui disait, bah, puisque tu aimes jouer, joue, mais il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de somme, il n'aimerait pas non plus. Donc le jeu tout seul, ça ne va pas, l'enjeu tout seul, ça ne va pas, donc on tient les... Il y a aussi, par exemple, le risque et la sécurité. Hein, jouer, c'est parier, c'est prendre un risque, mais en même temps, quand on joue, quand on fait jouer les enfants, quand on est dans le jeu, on est censé être en pleine sécurité, ça n'est qu'un jeu. Vous voyez? Donc, le vrai jeu, ce serait le risque, mais en même temps, le vrai jeu, c'est quand il n'y a pas de risque. Donc, difficile de trancher sur cette affaire. Et puis, on peut dire aussi le jeu et le tragique, hein, parce que si l'existence est un jeu, de toute manière, c'est un jeu qui se termine nécessairement mal. Donc, de toute manière, il y a une dimension tragique dans le jeu. Je pense par exemple à l'époque, puisque je vais parler un peu de Pierre Bourdieu, le sociologue, et de Blaise Pascal, le philosophe du XVIIe siècle, je pense à Don Juan, joue la séduction, mais il y a un passage très marquant, très choquant dans Don Juan lorsqu'il rencontre un mendiant. Donc lui il est riche, et il fait une espèce d'argumentation au mendiant, en gros il demande au mendiant de justifier que celui-ci lui demande de l'argent, alors je suis pauvre, je prie Dieu, etc. Et Don Juan dit, bon, je ne sais pas si je vais te le donner ou pas. Et puis finalement je te le donne si tu acceptes de jurer, c'est-à-dire d'insulter Dieu. Alors, le mendiant dit, ah ben ça je ne peux pas, c'est sérieux Dieu, je ne peux pas, je veux bien, rien n'a de valeur, mais Dieu, non. Et il refuse courageusement, et Don Juan est un peu piégé, c'est la seule fois d'ailleurs dans la pièce où il n'a pas le dessus, et il dit, bon ben finalement je te donne un louis d'or par humanité. Bon. Donc vous voyez, le pauvre qui est hors du jeu social, y compris pour Don Juan, il est hors du jeu, et finalement il a une forme de liberté par rapport à Don Juan, à laquelle Don Juan rend hommage. Alors on peut interpréter ça, est-ce que Don Juan est vaincu, est-ce qu'il a le dernier mot, on ne sait pas trop, mais en tout cas, hein, là, Don Juan a été pris à son propre jeu,
et a été, comment dire, déstabilisé par le mendiant. Alors on peut penser, je vais le dire très vite, à des personnages qui défraient la chronique, qui sont assez dans l'actualité par rapport à l'existence et au jeu. En ce moment, on parle de la libération de Jean-Claude Roman. J'ai entendu parler de cet homme qui a laissé croire à tout le monde qu'il s'est pris à son propre jeu, c'est-à-dire qui, ayant raté des partiels de médecine, a fait croire qu'il les avait passés, et de fil en aiguille s'est installé dans le rôle cru par tout le monde d'un médecin. Alors comme personne ne le voyait dans le cadre, il fallait qu'il soit médecin en Suisse, à l'OMS, etc. Donc il était un médecin prestigieux, y compris pour sa femme et ses enfants. Et bien sûr, lorsque le masque est tombé, c'est tellement insupportable qu'il a tué tout le monde. Il ne pouvait pas vivre avec les gens qui auraient vu son mensonge. Mais, vous voyez, derrière cette imposture, il y a le soupçon que finalement, nous sommes peut-être tous, dans les fonctions que nous occupons, des imposteurs. Oui. Alors, il y a Javier Cercas, le romancier espagnol actuel, qui a écrit un roman à partir de l'histoire vraie, L'imposteur, d'un homme très célèbre en Espagne dans les années 90-2000, qui était le président de l'association des déportés, qui avait été déporté quand il était tout jeune en Allemagne, après avoir été réfugié en France, etc. Et il était célèbre, c'était un peu aussi célèbre, je ne sais pas moi, que Simone Veil, enfin en tant que tel. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a découvert que c'était une imposture. Bon, et là, vous voyez, sur quelque chose qui était quand même très sérieux, puisque c'était la déportation. Très vite, Christophe Rocancourt, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le fameux escroqueur des stars, hein, celui qui est arrivé à Hollywood en chemise et en t-shirt, j'accélère un peu, et qui, par le bluff, a réussi à devenir l'ami de tout le gratin, et à escroquer tout le monde, à devenir très riche, à vivre dans la jet set, et qui est devenu célèbre en France quand il s'est retrouvé incarcéré aux États-Unis. Bon. Et là, vous voyez, ben, il joue justement, alors il prend l'argent des riches, donc il y a un côté Robin des Bois, hein, il joue avec les codes sociaux, avec la bêtise, on pourrait dire, de ces gens-là, mais les gens qu'il a escroqués disent qu'en fait il est d'un cynisme incroyable, alors justement, c'est peut-être un homme sans honneur, ou c'est un homme qui sauve l'honneur des pauvres, bon, et il a été démasqué une seule fois, c'est la fois où, sur la côte Est, quand même, où on est très chic, il n'avait pas les bonnes manières. Il n'avait pas les manières qui correspondaient à son discours. Et là, ça n'a pas marché. Sinon, son bluff avait tout à fait marché. Autre exemple, alors je reviens au XVIIe siècle, le Chaboté, hein, vous connaissez l'histoire, qui demande à son maître qui est héritier, qui n'est pas héritier, souvent qui n'a pas hérité comme ses frères, donc il n'est rien. Et le chat malin lui dit de se mettre tout nu dans la rivière, et dit « Au secours, mon maître, le marquis de Carabas ». Donc le roi qui passe par là dit « Habillons-le en marquis, c'est un marquis ». Il demande aux paysans, le chat, de dire que leur maître est le marquis de Carabas, etc. Et de fil en aiguille, le cadet de famille déshérité devient prince et se marie, et donc devient réellement l'héritier du trône. Donc là, il y a vraiment les grandeurs comme jeu. Alors justement, j'en arrive à Blaise Pascal, hein, Charles Perrault, le Chaboté, c'est l'époque de Blaise Pascal, a écrit, outre les pensées, un petit texte, un bref texte qui s'appelle « Discours sur la condition des grands ». Et il commence ainsi son discours en disant « Supposons quelqu'un qui arrive sur une île dont le roi a disparu et qui ressemble étrangement au roi, par hasard, et que les gens le prennent pour le roi. » Alors, il y a deux solutions, soit il dit « Mais je ne suis pas le roi », soit il se laisse faire. Et il se laisse faire et il devient le roi et il joue très bien son rôle. Et, dit Pascal, cet homme aurait toujours deux pensées. Une pensée de devant et une pensée de derrière. C'est-à-dire, devant, il est le roi, mais il sait qu'il ne l'est pas. Donc, il voit comment les gens sont en relation avec lui, dans cette illusion, mais lui, il sait, il est le seul à savoir que c'est une illusion. Et finalement, Pascal dit, les grands, vous êtes comme ce roi, vous êtes là parce que, par hasard, vous êtes né fils de roi ou fils de duc, etc. Mais au fond, votre statut, vous ne le devez qu'au hasard. Donc, jouez-le bien, mais ne prétendez pas qu'il s'agisse de votre mérite. Et donc, il propose de distinguer les grandeurs d'institutions, les grandeurs sociales, les titres, duc, marquis, ministre, etc., et les grandeurs naturelles. Les grandeurs naturelles, c'est l'intelligence, la vertu, la sagesse, enfin, les qualités réelles de la personne. Et il dit, au fond,
il est normal qu'il y ait dans la société des choses formelles, des titres, etc., qu'on respecte, à condition de ne pas croire que ça repose sur la nature ou sur le mérite. Donc il dit aux grands, ne prétendez pas que votre position sociale repose sur quelque mérite naturel de votre corps ou de votre esprit, ça repose uniquement sur l'arbitraire des institutions. Mais attention, cet arbitraire est utile. Pour que la société fonctionne, nous avons besoin, alors pour Pascal, on est à son époque, d'une hiérarchie sociale, de position. Donc, celui qui a compris que tout cela n'est que de l'ordre de l'institution ne doit pas nécessairement le dénoncer. Il doit seulement demander aux grands de ne pas faire croire que leur grandeur sociale vient de leur mérite. Et au gros, il dit l'injustice, c'est de se croire grand par nature alors qu'on l'est juste par établissement ou par institution. Vous voyez ? Ou de se croire, ou de croire que nos talents naturels viennent de notre position sociale. Et donc, toute injustice et toute tyrannie vient, vous voyez, de cette incapacité à séparer les deux. Donc Pascal dit, le respect, il y a des respects de nature, je vais respecter l'intelligence d'un géomètre, et des respects d'établissement. Voilà, quelqu'un est duc, je le salue et je passe derrière lui. Et je ne vais pas me dire, oui, mais je suis plus intelligent que lui, c'est injuste, j'accepte. Il dit, un géomètre, un génie de la géométrie, qui voudrait passer devant le duc parce qu'il prend le duc pour un idiot, serait aussi injuste que le duc qui le méprise parce qu'il n'est pas duc. Vous voyez ? C'est-à-dire, il faut vraiment séparer les ordres. Et c'est cette séparation qui lui permet de faire sa distinction très célèbre entre le peuple, les demi-habiles et les habiles. Le peuple croit que les grands sont grands parce qu'ils ont des qualités. Ils sont réellement estimables, etc. Le peuple est naïf, mais on va voir que finalement il n'est pas si naïf que ça. Les demi-habiles sont les gens qui ont compris que tout cela n'est que du vent, et que tout cela repose sur le hasard, et qui ont, comme on vient de le voir, séparé les grandeurs d'institutions et les grandeurs naturelles. Mais ils sont demi-habiles parce qu'ils vont démasquer, démystifier le jeu social, et une fois qu'ils l'auront démystifié, qu'est-ce qui va se passer ? Supposons on fait la révolution pour dire les aristocrates à la lanterne, et on retrouvera un ordre social, on retrouvera une hiérarchie, il y aura eu des morts, il y aura eu du sang, tout ça pour retomber dans un ordre qui ne sera certainement pas, vu ce que sont les hommes, meilleur que celui d'avant. Donc acceptons, si on est vraiment habile, de savoir par la pensée de derrière que tout cela n'est que du vent, mais de l'accepter comme tel. Vous voyez, c'est-à-dire l'habile, le plus intelligent, c'est celui qui a compris que les dignités, les fonctions sociales ne recouvrent pas nécessairement une vertu ou une qualité de la personne, mais qui accepte justement de jouer le jeu. Mais en n'étant pas dupe. Alors ça, c'est très intéressant comme position, mais vous voyez bien que c'est quand même politiquement très conservateur. C'est-à-dire que ça suppose qu'on ne remet pas en cause l'ordre social, puisqu'on sait que l'essentiel est ailleurs. Mais qu'est-ce qui permet à Pascal de dire que l'essentiel est ailleurs ? C'est que pour lui, l'essentiel est dans le salut religieux de l'âme. C'est-à-dire, au fond, ce qui justifie mon existence, c'est pas d'avoir été duc, et ce qui abaisse mon existence, c'est pas d'avoir été simple travailleur, c'est l'amour que j'ai et que Dieu a pour moi. La grâce. Vous voyez ? Donc, au fond, pour Pascal, l'essentiel est ailleurs. Mais supposons, comme dit Pierre Bourdieu, que nous ne soyons pas croyants. Qu'est-ce qu'on fait ? Puisque nous n'avons pas une justification, un salut, une espérance dans un autre monde. Donc, comme je disais tout à l'heure, la seule vie que nous ayons à vivre, elle n'est pas dans l'au-delà, elle est ici et maintenant. Donc, vous voyez, ce conservatisme, on comprend, puisqu'il faut bien qu'il y ait un ordre et que, de toute manière, il y aura toujours de l'arbitraire. Ce conservatisme est quand même quelque peu inquiétant dans une société, on pourrait dire, dans une société laïque. Vous voyez ? Alors, donc, comment dire, le conservatisme de Pascal peut aussi se retrouver, alors, dans la tradition philosophique, très rapidement, par exemple, philosophique ou religieuse, dans la pensée protestante, c'est Luther qui dit ça, un peu avec la même analyse que Pascal, il dit, au fond, que peut attendre un homme de l'existence ? Comment peut-il jouer son rôle dans l'existence ? Justement, en acceptant de le jouer. Et il appelle ça, en allemand, métier, c'est Beruf, et il y a la racine rufen qui veut dire appeler, c'est le métier comme vocation. C'est-à-dire, je dois vivre mon métier,
qui m'a été échu par l'héritage. Voilà, je suis né fils de paysan, je suis né fils de... Voilà. Je dois le vivre le mieux possible. L'essentiel, c'est pas qu'est-ce que je suis socialement, c'est comment j'incarne ma position. Et donc, je dois vivre pleinement ma fonction sur Terre, et c'est ça que Dieu reconnaîtra. Donc, si je suis balayeur, je dois passer le mieux possible mon balai, et Dieu me reconnaîtra. Si le ministre est un mauvais ministre, eh bien, il ne sera pas sauvé. Donc, c'est un peu comme au théâtre, comme si un acteur se plaignait d'avoir le rôle du valet. Mais on peut être un acteur génial en jouant le rôle du valet, et celui qui joue le rôle du roi peut être un mauvais acteur. Donc, ce que voient les critiques et le public, c'est pas le pauvre, il est valet, c'est le valet était génial. Vous voyez ? Eh bien, si l'existence est un théâtre, un jeu, alors jouons-le de la manière la plus authentique possible. Bon, on retrouve, c'est un peu aussi ce que disaient les stoïciens, hein, plutôt que de chercher à obtenir des choses qui ne dépendent pas de moi, autant essayer d'incarner le mieux possible le rôle qui est le mien. Mais alors ça, oui, ça demande quand même un peu de se prendre au jeu, parce que je ne peux pas faire semblant de jouer tout en jouant. Donc il y a quand même dans cette vision des choses quelque chose qui, à un moment, ne peut pas marcher. Et c'est là-dessus qu'intervient Pierre Bourdieu, au XXe siècle, sociologue, alors totalement athée, n'ayant pas cette perspective du salut, mais par sa formation philosophique étant quand même soucieux de, justement, ce que je disais tout à l'heure, de ce qui justifie une existence. Il dit, au fond, tout homme a besoin de croire, même si c'est une illusion vitale, qu'il n'est pas là pour rien, qu'il a quelque chose à faire sur Terre. Donc c'est plus la mission divine, c'est une fonction à avoir. Et cette fonction, il ne la recevra pas de Dieu, il ne la recevra pas d'un talent inné, il va devoir la conquérir dans la société. Et là, on retrouve les héritiers et les non-héritiers, c'est-à-dire nous arrivons dans le monde et dans son jeu, on ne tombe pas du ciel. On a des parents, on a un milieu social, et là, vous voyez, cette tension qu'il y a dans tout jeu entre le hasard et la nécessité, vous voyez, je jette les dés, c'est le hasard, mais ensuite le numéro qui tombera m'imposera ma place, etc. Ben, c'est exactement ça qui se passe, hein. Nous sommes tous fruits du hasard, mais en tant qu'héritiers, nous avons un rôle à jouer dans la société. Et ça, alors je ne vais pas entrer dans des considérations techniques, mais il dit que finalement, l'enfant apprend très vite à jouer son rôle. Alors, le jeu social, il l'appelle le champ, hein, dans un champ, voilà, un champ social, ça peut être le champ artistique, le champ politique, le champ du travail, le champ rural, urbain, enfin, vous voyez, chaque champ social a ses codes, et l'enfant intériorise ces codes à travers ce qu'il appelle l'habitus. Ça, c'est proche de habitus, c'est-à-dire on prend des dispositions qui font que le jeu devient naturel. C'est-à-dire on n'est plus dans cette idée que c'est un jeu, qu'il faut le jouer, que c'est artificiel, mais littéralement on est pris au jeu. C'est ça qui fait que Bourdieu, par exemple, n'est pas d'accord avec, vous avez peut-être entendu parler de cette célèbre analyse ou pas, mais Jean-Paul Sartre, lorsqu'il parlait de la condition humaine, disait que finalement l'homme n'est pas un canapé ou une tasse ou une voiture, mais le canapé n'a pas d'effort à faire pour être un canapé, c'est un canapé. Alors que moi, j'ai un effort à faire pour faire une conférence, pour être père de mes enfants, c'est-à-dire j'ai à être. Et c'est tellement lourd d'avoir à être, c'est une telle responsabilité, que je peux m'installer dans l'illusion que je suis médecin, avocat, professeur, et que du coup, j'ai plus d'effort à être puisque j'ai un titre. Vous voyez, donc je peux m'installer dans mon titre qui va en quelque sorte me chosifier. Je suis ce que je suis, et du coup j'ai plus d'efforts à faire puisque je le suis. Bon. Et justement, évidemment, il appelle ça la mauvaise foi. Hein. Je m'identifie à ce qui n'est qu'un rôle que je dois toujours remplir. Et vous voyez comment les légions d'honneur, les titres, les gratifications donnent à la personne, et y compris sous le regard des autres, le sentiment qu'ils sont quelque chose. Vous voyez, le sentiment d'être quelqu'un, d'être quelque chose, cette illusion vitale d'avoir justement une place assise. Et il prenait l'exemple très commun, puisque lui travaillait dans les cafés, dans les bistrots, Sartre, du fameux garçon de café. Et il dit, je vois ce garçon de café qui s'approche de moi, et il n'a quand même pas des gestes très naturels, il en rajoute, il est empressé, il virevolte avec son plateau, la tasse va tomber, et non, il la rattrape. Et il dit, mais
qu'est-ce qu'il fait ce garçon? En fait, il dit, il joue à être garçon de café. Parce qu'en fait, on ne naît pas garçon de café. Et on naît à l'apostrophe EST, on n'est pas garçon de café. C'est-à-dire, quand il rentre chez lui, il n'est plus garçon de café. Donc en fait, quand il va au travail, il devient garçon de café, comme s'il était une chose. Voilà, dans le café, il y a un percolateur, il y a des tasses, il y a un comptoir, il y a des tables, et il y a un garçon de café. Bon, et Bourdieu dit, mais pas du tout. En fait, il ne joue pas le rôle de garçon de café. Il est garçon de café au sens où son corps épouse sa fonction. Et Bourdieu dit d'ailleurs, la preuve, c'est que, parce que s'il est garçon de café, c'est que socialement, on peut supposer qu'il a été, en quelque sorte, voilà, ses habitus font qu'il est à sa place dans son café, comme garçon de café. Et Bourdieu dit, supposons un étudiant qui sera garçon de café pendant les vacances. Alors lui, il va jouer au garçon de café. Et il va bien veiller à ce que les clients ne le prennent pas pour un garçon de café. Attention, je ne croyez pas que je ne suis que ça. Vous voyez? Ou l'étudiant qui sera, voilà, qui va être caissier ou je ne sais quoi. Vous voyez? Alors, il va dire, ne me prenez pas pour ce que je ne suis pas. Et vous voyez, d'ailleurs, parfois, on dit, pour qui il se prend celui-là? Vous voyez, quand quelqu'un prétend incarner. Bon. Donc, vous voyez, en fait, quand on est à sa place, on n'a pas besoin de jouer. Vous voyez? Et Bourdieu dit, il joue sur les mots, il dit c'est une connaissance par corps. C'est-à-dire, le corps sait ce qu'il a à faire. Et l'erreur du sociologue, c'est de croire, par exemple, que l'individu calcule dans le champ social, a des stratégies, comme si c'était un trader qui va voir quel est le choix. Et en fait, quand on est dans sa position sociale, on n'a pas besoin de calculer mentalement, on fait ce qu'on a à faire. Vous voyez, et donc on a un rapport au temps qui fait que le temps est plein, pas d'ennui, pas de divertissement, parce qu'on a des choses à faire. Vous voyez, à la maison, au travail. Alors ça, évidemment, c'est l'idéal, tout va bien, parce que du coup, la personne qui est dans cet habitus par rapport à son champ n'est pas frustrée, n'aimerait pas être quelqu'un d'autre, parce que justement, elle a incorporé ce qui était possible pour elle. Donc quand elle voit quelqu'un, bling bling, machin qui passe, elle dit, merde, c'est pas pour moi. Vous voyez, il n'a pas le sentiment que ça pourrait être pour lui. Alors évidemment, c'est là que Bourdieu rejoint ce que Pascal appelle le peuple. Hein. Le peuple croit que les grands sont grands parce qu'ils ne sont pas comme nous. Voilà, donc il y a des choses qui sont pour moi, des choses qui ne sont pas pour moi, et je n'en fais pas un drame. Vous voyez, et même dans l'étude des enfants, ben non, ma fille ne sera pas ceci, ne sera pas cela, c'est pas nous, voilà, c'est pas des choses pour nous. Mais vous voyez que dès que la société évolue, ben, quelqu'un peut avoir cette connaissance par corps qui ne correspond plus au champ dans lequel elle se trouve. Et là, c'est tragique parce que vous avez un individu qui a des réflexes. Bon, beaucoup de films comiques sont faits là-dessus, vous voyez bien. Un individu qui a les réflexes de son champ, mais qui est dans un autre champ. Et du coup, c'est dévastateur. Alors, soit ça détruit l'autre champ, soit ça détruit l'individu, mais là, il ne peut plus jouer le jeu. Vous voyez, le jeu ne marche plus. Et alors Bourdieu dit ça peut être très douloureux, mais ça peut être aussi révélateur, c'est-à-dire ça ouvre les yeux. C'est-à-dire c'est ce genre de situations qui font prendre conscience aux gens de ce qu'il y a d'arbitraire et d'injuste dans le jeu social. Alors, deux exemples, si je ne suis pas... bon, ça va, j'ai encore un petit peu de temps, voilà. Exemple alors, qui ne renvoie pas aux fonctions sociales, mais plutôt à ce qui fait dans la société le lien, c'est la question qui avait été étudiée par Marcel Mauss, la question du don. Vous voyez, dans une société, on n'est pas, contrairement à ce que pourrait croire l'économiste pur et dur, on n'est pas que dans le calcul. Vous voyez, on n'est pas toujours en train d'être dans le donnant-donnant. Il y a une forme, justement, habituelle, au sens d'habitus, de rapport aux autres, qui fait qu'on donne, mais attention, quand on donne, il va y avoir le contre-don. On sait qu'on va recevoir. Mais si je donne en calculant, en me disant je donne, par exemple du temps, mais attention, il a intérêt à me le rendre, soit sous forme d'argent, soit sous forme de cadeau. Dans ce cas-là, c'est plus un don. Donc, le don suppose qu'on fasse semblant de ne pas savoir qu'il va y avoir un contre-don. Vous voyez, il y a des jeux dans lesquels tout le monde sait que tout le monde sait que tout le monde sait. Et là, le jeu du don, c'est un jeu dans lequel tout le monde fait semblant de ne pas savoir qu'en fait c'est un échange. Vous voyez ? Et donc, c'est une forme
très subtil d'échange, parce que si la société tient, c'est bien parce qu'il y a des dons et des contre-dons. Et là, tout se passe dans le temps. C'est-à-dire, si par exemple j'invite quelqu'un chez moi, il ne va pas calculer combien ça m'a coûté pour dire, bon, bah, ce soir je te réinvite. Vous voyez, si vous réinvitez quelqu'un, si vous rendez une invitation le soir même alors que vous avez été invité le midi, c'est grossier. Ça passe pas. Mais si vous rendez l'invitation 3 ans après, tout est tombé à l'eau, enfin, ah bon, pourquoi, enfin, vous voyez. Donc, il y a là, dans le don, une gestion, enfin, le mot n'est pas très joli, mais vous voyez, une espèce de maîtrise du temps, hein, qui fait que sans même faire d'effort, lorsqu'on reçoit un présent sous quelque forme que ce soit, on va avoir à le rendre, et du coup, ça maintient le lien. Oui, mais pas sur le mode de la dette avec un notaire qui va dire ça y est, il faut payer, hein, mais sur le mode justement de quelque chose de naturel. Vous voyez? Donc en fait, c'est pas du tout naturel, le don et le contre-don, puisque le don implique. Mais on se prend au jeu, et quand on donne, on croit vraiment qu'on ne fait que donner. Vous voyez? Et celui qui rend ne se dit pas je rends en calculant, hein, il est à son tour dans le don. C'est pour ça qu'on ne dit pas c'est pas une dette, c'est un contre-don. Vous voyez? C'est le don, puis le don, puis le don. Bon, alors il semblerait que dans les sociétés capitalistes, cette logique du don devienne de moins en moins présente, et c'est une forme de crise du lien, vous voyez, qui est liée à l'atomisation, hein, puisque même, cette chose de connu et d'un peu désolant, vous voyez comment les gens revendent leurs cadeaux de Noël. Bon, et Bourdieu fait une analyse assez intéressante en disant, voilà, dans les sociétés traditionnelles, le don c'est surtout du temps. On a du temps pour les enfants, pour les vieux, pour les... Bon voilà, pour les... voilà, on a du temps pour la cuisine, même, vous voyez, le temps que prennent à faire les repas. Bon, quand le temps se rétrécit, on fait des cadeaux. Encore bien. Et puis quand on devient dans des rapports marchands, on donne de l'argent. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je donne aux autres? Du temps, des cadeaux ou de l'argent. Et vous voyez, quand ça devient de l'argent, là, on ne peut plus croire que c'est du don. Vous voyez, donc les masques sont tombés, et on ne peut plus faire semblant de croire qu'il ne s'agit pas d'un échange. Et du coup, les rapports deviennent très violents, parce que chacun calcule ce que l'autre lui doit, ce qu'il doit à l'autre. Donc vous voyez, cette illusion dont Pascal disait qu'elle était nécessaire, hein, finalement, c'est pas si mal que le peuple croit que les grands sont grands parce qu'ils sont... Ben, finalement, c'est pas si mal qu'on croit que le don est don. Hein, les demi-habiles qui démystifient tout et qui montrent qu'en fait, ça n'est qu'un échange, cassent le lien et finalement retirent, je parlais tout à l'heure de la raison d'être, retirent toute justification de l'existence, parce que si je ne peux pas payer, ben, je n'ai plus de raison d'exister. Le don, alors il y a aussi le travail autour de la notion, alors j'anticipe, mais de grève du zèle. Vous voyez, il y a deux pôles du travail. Alors le travail, c'est ce qui nous donne une fonction, hein, le don, c'est ce qui nous donne une place par rapport aux autres, humaine, et le travail, c'est la fonction sociale. Bon, il y a deux extrêmes du travail. Il y a le travail contraint, le travail de l'esclave, voilà, donc là c'est un travail forcé, auquel on va à reculons, on ne peut pas se faire croire qu'on aime le travail, enfin, que le travail est une valeur. Et puis, il y a le travail totalement libre, par exemple de l'intellectuel, du chercheur, de l'artiste, à qui personne ne demande de travailler et qui se donne une raison d'être par ce qu'il produit. Et puis ça peut prendre des années, alors maintenant pareil, hein, dans l'édition de ça devient très monnayé, mais il y a une espèce comme ça de liberté. Bon. Et évidemment, la réalité du travail pour quasiment nous tous, c'est entre les deux. C'est-à-dire, on est bien obligé d'y aller, il y a des horaires, etc. Mais on a besoin de croire pour le supporter qu'on est un peu investi. Vous voyez, donc on a besoin de jouer le jeu. Alors, justement, quand les gens n'arrivent plus à jouer le jeu, ou quand, lorsqu'ils jouent le jeu, on leur fait comprendre que ça ne vaut rien, que ça n'a pas de sens. Enfin, vous voyez comment les gens victimes de burn-out sont en fait les gens les plus investis dans leur travail, parce que justement, les remarques qu'on leur fait, les manières dont on les met au placard, les déstabilisent beaucoup plus qu'un qui prendrait ça un peu plus à la légère. Vous voyez? Et justement, quand des gens font la grève du zèle, c'est bien ça, je ne ferai que ce qu'on me demande. Vous voyez, le travail, c'est quoi? C'est un contrat, j'ai un salaire, je dois travailler 8 heures et je dois faire ça, ça, ça. Ben, je ne vais faire que ça. Et quand les gens font la grève du zèle, on se rend compte qu'en fait, le travail en général est surinvesti. C'est-à-dire personne ne fait que son travail.
voyez, et dans tous les métiers, on peut, alors des métiers c'est plus facile de gêner le monde en faisant de la grève du zèle, mais vous voyez bien le facteur qui va dire un mot à quelqu'un, etc. Alors maintenant c'est devenu payant, hein, on peut payer le facteur pour dire un mot à nos parents éloignés. Bon, mais vous voyez bien que dans le travail, on met plus que le simple contrat. Et on retrouve aussi le rapport au temps. Le travail, c'est des choses à faire, des exigences à remplir, donc finalement le temps est plein, et ça évite cet ennui, hein, dont parle Pascal, qui fait qu'on se retrouve face à sa condition tragique en se disant quel sens à ma vie. Et justement, lorsque le travail n'existe plus, hein, lorsque on se retrouve sans travail, on a plein de temps, mais on n'a plus rien à faire. Vous voyez, donc, Bourdieu dit, il y a des gens, alors les dominants ont plein de choses à faire, donc ont un déficit de temps, parce qu'ils ont trop de choses à faire, et puis les dominés, c'est des gens qui ont plein de temps, et rien à faire. Bon, on pourrait dire quelle chance d'avoir du temps. Mais justement, dans ce cas-là, c'est que justement, le corps n'arrive plus à habiter le temps. Vous voyez, comme le sportif sur son terrain, il n'a pas besoin de réfléchir où est-ce qu'il faut que j'aille, vous voyez, son corps est déjà à l'endroit où la balle va tomber. Mais si vous êtes hors jeu, enfin, si vous êtes sur la touche, vous faites quoi avec votre corps, avec vos jambes, etc. Donc, vous êtes dans un temps qui devient le signe de votre inutilité, de votre absence de sens. Et là, Bourdieu fait une analyse intéressante des gens qui jouent, justement. Vous voyez, les PMU, les jeux de hasard, etc. Hein, le jeu de hasard, c'est une manière de redramatiser, de faire qu'on a quelque chose et qu'on attend quelque chose. Vous voyez. Et à l'extrême, les jeux de hasard, donc ça c'est plutôt pour des gens d'un certain âge, mais quand c'est des gens plus jeunes, ce sera, dit-il, les conduites à risque. Il vaut mieux qu'il arrive quelque chose plutôt que rien. Vous voyez, je vais me faire exister en rendant spectaculaire les risques que je prends parce que je n'ai rien à investir. Donc je vais investir ma voiture et foncer. Bon. Et oui, donc je vais surinvestir un déplacement qui n'a pas de sens puisque personne ne m'attend. Vous voyez, donc puisque personne ne m'attend, vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais vous montrer que... Donc, vous voyez comment le temps devient l'enjeu, hein, de cette question de la justification de l'existence, hein, une existence qui n'arrive pas à remplir le temps. Alors, le temps n'est pas quelque chose d'extérieur qu'on va remplir, hein, mais une existence qui n'arrive pas à épouser le temps est tragique et comment dire, perd toute forme de justification. Alors pour finir, justement, dans les rapports de pouvoir dans la société, nous dit Bourdieu, voilà, qu'il y a des gens qui ont trop de temps, d'autres qui n'en ont pas assez, et ceux qui n'en ont pas assez mettent en scène le fait qu'ils sont tellement importants, tellement occupés, qu'ils n'ont pas de temps à vous consacrer. Et donc ces gens-là sont des gens qui ont le droit de vous faire attendre. Vous voyez ? Et c'est assez intéressant, Bourdieu il dit dominant-dominé, le dominant c'est celui qui a le pouvoir de faire attendre, et le dominé c'est celui qui doit attendre. Alors ça peut être chez le médecin, vous voyez, ça peut être dans une administration, ça peut être pour avoir un rendez-vous chez le chef, etc. Vous voyez, alors ils ne le font pas tous de manière en se frottant les mains en disant je vais le faire attendre, mais c'est la logique même du pouvoir, hein, que en fait le capital de celui qui a le pouvoir c'est le temps. Il est maître du temps et il a le droit de vous faire attendre. Hein, dans le procès de Kafka, Joseph K, qui découvre qu'il est accusé d'il ne sait pas quoi, attend de savoir de quoi il est accusé. Venez, rendez-vous, etc. Et puis il y a des gens autour de lui, un avocat, un peintre, qui lui disent « Je connais des gens, t'inquiète pas, je vais me renseigner ». Et donc là, Bourdieu dit, à travers Kafka, c'est la mise à nu du pouvoir. Hein. Il y a des gens qui disent qu'ils connaissent des gens qui ont le pouvoir, et en fait, leur pouvoir, c'est de mettre Joseph K en situation d'attente. Vous voyez ? Donc finalement, si le temps c'est la matière même de notre existence, vous voyez, puisque nous allons donc, entre notre naissance et notre mort, eh bien c'est la société, hein, qui distribue le rapport au temps et de manière terrible, puisque voilà, il y a ceux qui n'en ont pas beaucoup mais qui a beaucoup de valeur et qui peuvent jouer avec le temps des autres. Vous voyez ? Bon, je termine là-dessus. Merci beaucoup.